Au nom de la loi, je vous propose, au nom de la loi, je vous impose. Nous en parlons avec nos 4 invités. Sous le regard attentif de Nicolas Miaille qui nous rejoindra tout à l'heure, le président de The Future Society. Il passera tout ça au crible, hein, Nicolas, qui va être évidemment attentif à ce que diront nos 4 experts. Les voici. Il est président du directeur de BDO France et Philippe Araud. Merci Philippe de venir nous rejoindre, vous l'applaudissez. Elle est avocate associée senior partner du cabinet Auguste et Debouzy. Emmanuelle Barbara, fidèle parmi les fidèles. Économiste, professeur associé à une école qui m'est chère, le CP Europe, monsieur Jean-Marc Daniel. Jean-Marc. Et il est associé et fondateur 2017, monsieur Gaspard Gansver. Merci Gaspard d'être avec nous. Voilà un très joli plateau. Puis Nicolas nous rejoindra juste après. Je vais vous laisser ces micros non filaire et je vais prendre le filaire, comme ça vous aurez, tiens, un par ici Jean-Marc et un par ici Philippe, et après passe à ton voisin comme on dit. Au nom de la loi, Philippe, merci d'être avec nous, impliqué par ces sujets et très conscient et militant au bon sens du terme par rapport à tous ces sujets du rôle de l'entreprise, qu'il soit social, environnemental, sociétal, je le disais. Alors, expertise et puis bigrement au centre du débat et au centre de la chose, puisque artisan de la démarche de la loi, raconte-nous, parce que tu as co-construit, tu as participé, tu as fait partie de ces fameux binômes. Hein. Oui, à l'origine, si vous vous souvenez comment ça s'est passé dans la chronologie, avant que le ministre fasse sa proposition, il avait réuni donc 6 binômes, un binôme entre un chef d'entreprise et un député. Quand je dis un, c'est une, hein. En l'occurrence en ce qui me concerne, sur 6 grandes thématiques pour faire des propositions. Et donc nous avons eu un mois et demi, pas plus, pour faire des auditions, pour aller recueillir les bonnes idées. Que faut-il faire dans ce pays pour débloquer l'économie, pour la promouvoir et pour favoriser les entreprises. Et suite à ça, ensuite est arrivé un projet. En 2017, hein, c'est ça. Hein. Là, c'est fin 2017, oui, jusqu'à début décembre. Alors, je ne vous dirai pas que toutes les propositions ont été retenues dans la loi. Je ne dirai pas non plus que tout ce qu'on a trouvé dans la loi était dans les propositions initiales. Mais il n'empêche qu'il y a eu cette démarche de co-construction qu'il faut souligner et qui a continué par la suite. Parce que, bon, alors c'est peut-être le propre des lois sur l'économie, mais ce sont des lois fourre-tout où il y a énormément de choses. La loi Pacte, c'est 221 articles, c'est énorme, ça traite de beaucoup. Mais c'est parce qu'il y en a le besoin. Et puis, pendant ce débat parlementaire, on a vu arriver 8500 amendements. Il y en a eu 1275 d'adoptés. C'est pour vous dire qu'il y a quand même eu un travail de co-construction. Il y a eu des jolies navettes hein, qui a continué. Oui, il y a eu 5 fois. C'est 3 fois à l'Assemblée nationale, 2 fois au Sénat. Donc, bon, beaucoup d'animation, beaucoup de débats, beaucoup de passion. Et c'est bien normal parce qu'on touche à un sujet sensible et que chacun a envie de participer. Alors, ces 6 thèmes, Philippe, il y a celui qui vous occupez, toi et ton binôme, et on n'est pas que dans l'environnemental, hein, il y a autre chose. Hein. Ah non, c'est l'économie de notre pays et c'est la vie des entreprises. Bon, l'environnemental est arrivé évidemment sur le tapis, mais au départ, c'est la matière économique qui est concernée. Donc on en a vu les bienfaits avec des propositions pour faciliter la création d'entreprises, pour lever certains verrous et d'une certaine façon pour s'adapter à un environnement qui est modifié avec une société technologique. Donc beaucoup de propositions qui relevaient du simple bon sens, mais qu'il fallait mettre dans un texte, qu'il fallait mettre dans une loi et faire adopter. Voilà, on va revenir ensuite sur le comment ça s'est poursuivi avec Philippe. Merci Philippe Araud d'être avec nous. Emmanuelle Barbara, fidèle de ces journées, de ce fameux colloque hein, qui célèbre sa 11e édition, alors que nous saluons l'arrivée du Premier ministre Bernard Cazeneuve qui est avec nous. C'est un sujet que tu connais aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à tout ça? J'allais dire rôle de l'État, des entreprises dans un monde en transformation. Et puis la thématique ombrelle de ce colloque cette année, l'entreprise Providence. Où on en est là? Parce que qu'est-ce qu'on veut faire des gens quelque part?
Merci Frédéric, tu me donnes la parole, je la rends plus. Oui, avec Merci. Emmanuel, il y a la touche play, mais vous ne trouvez plus la Je suis touche avocat, pause. hein, je rappelle. D'abord, je suis ravie d'être là. Merci de faire. Enfin, merci d'être venu aussi. Enfin, je suis ravie. C'est formidable. C'est bien. C'est l'été. Il fait chaud et c'est le début, surtout des vacances. Enfin, je veux dire, on sait que c'est bientôt les vacances. Donc tout ça commence bien. Pour répondre à ta question, je voudrais m'arrêter 2 secondes, parce qu'il faut quand même qu'on s'y arrête. Les 222 articles, les 650 pages d'études d'impact, les 850 pages 2 fois au Sénat, à l'Assemblée nationale. Bon, donc on finit par se perdre un tout petit peu. Je voudrais revenir sur le sigle, parce qu'au-delà du caractère rigolo de l'acronyme, un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, et ça donne pacte, c'est quand même plus marrant que, je sais pas moi, que RTT. Pacte, c'est sympa parce que ça veut dire quelque chose. Mais précisément, on ne s'arrête plus sur le sens. Pacte, ça veut dire quoi, pacte? Pacte, ça veut dire un contrat solennel. Le pacte de Varsovie, ça a de la gueule. Enfin, c'est pas le petit contrat de Varsovie, le pacte. Et donc on dit la loi pacte, pacte, c'est tristounet. C'est fondamental. En tout cas, j'aime à penser qu'il y a un sous-jacent symbolique extrêmement fort en cette époque tourmentée, instable, dans laquelle nous sommes, comme j'aime à dire, dans l'époque de l'entre-deux où on tâtonne toujours. Cette notion de pacte, c'est un contrat donc entre qui et qui, en fait. Donc on pourrait dire entre l'État, ça c'est sûr. L'État est toujours là et c'est nécessairement lui puisqu'on s'interroge sur l'entreprise. Donc, est-ce que c'est un contrat entre l'État, les citoyens au sujet de l'entreprise, ou bien un contrat à 3? Enfin, en tout état de cause, c'est un contrat qui parle beaucoup de l'entreprise. Et j'ai le sentiment que quand on regarde le chapitrage de ces 222 articles, des entreprises libérées, ça veut dire des entreprises qu'on aime, c'est-à-dire des entreprises à qui on reconnaît la capacité d'agir sur un marché, d'agir en faveur de la société, d'agir en faveur de la puissance de l'État, de la nation, de la concurrence mondiale, enfin bref, donc un message d'amour, on va les libérer, donc c'est dire à contrario qu'elle était peut-être un peu entravée dans le temps, mais ça veut dire aussi que l'entreprise, il n'y a pas à barguiner, c'est important dans notre société. Il faut qu'on les renforce. Donc, deuxième section, si je puis dire, financement, protection de leurs actifs, donc les brevets, leur vie, leur mort, l'exécution du contrat, donc tout ce qui tourne autour du contrat. Et ce deal-là, c'est-à-dire cette revalorisation, cette promotion de la place de l'entreprise dans notre société à qui l'on confie un rôle substantiel et que l'on veut libérer, c'est-à-dire pour atteindre des sommets, notamment en termes de profitabilité aussi. Il y a un 3e chapitre, c'est, je ne sais pas si c'est la contrepartie, mais des entreprises plus justes. C'est-à-dire que pour que ce soit socialement acceptable, enfin sociétalement acceptable, admettons le mot 2 secondes, acceptable dans cette société, particulièrement la nôtre, eh bien, tout ça est OK. L'entreprise doit prospérer, doit être puissante, doit faire style Mittelstand, qui est tout petit chez nous, comparé aux Allemands. Parfait. Mais la contrepartie, c'est qu'elle doit être au rendez-vous. Elle doit être là. Elle doit être là pour qui? Elle doit être là, au premier chef, évidemment, pour ses salariés. C'est-à-dire que c'est un lieu où, à l'évidence, la question de la protection se pose. Et je reviens au titre de notre journée, l'entreprise Providence, point d'interrogation. Il y a 5 ans, nounou ou pas, hein, c'est ça. Oui, mais en tout cas, l'entreprise Providence, est-ce que j'en avais fait un papier sous la direction de Jean-Marc il y a 5 ans, il y a 4 ans, dans Sociétal, qui était le thème de réflexion sur le modèle social français. Et moi, j'avais tenu la plume sur justement entreprise Providence, point d'interrogation, on est en 2015, et je recense tous les transferts de charges opérés depuis le début du siècle vers l'entreprise, à raison finalement de cette espèce d'incapacité, j'allais dire, de l'État de faire face à toutes ces missions qui, dans le fond, étaient dans le package du XXe siècle, donc en mobilisant l'entreprise afin de lui transférer des questions d'ordre social et sociétal essentiellement, hein, je veux dire la qualité de vie, la QVT, Dieu du ciel, quel horrible acronyme, enfin bon, l'égalité homme-femme, les seniors, les handicapés, la diversité, enfin, tout quoi, enfin en gros beaucoup de choses. Et entre 2015 et 2019, dans le fond, les choses se sont renforcées et l'entreprise Providence, c'est une question qui se pose donc, du point de vue de la protection que donne, enfin qui est censée donner l'entreprise aux salariés. Et je trouve très intéressant qu'on parle de protection, enfin qu'on évoque la protection à cette époque-ci,
à une époque où, paradoxalement, on est en train d'organiser, et toutes les lois du pays récentes donnent aussi, dans le même temps, ce même sens. C'est celui, au contraire, de la alors je ne vais pas dire ça parce que c'est un mot connoté chez nous, mais de la mobilité, c'est-à-dire de la prise de conscience. Oui, on leur demande d'être agiles et en même temps on les surprotège. Alors on dit flexibilité, mais c'est un mot qui est connoté, enfin, en tout cas, on prend conscience que les personnes physiques, certes, elles sont à 85%, elles seront encore sans doute salariées, mais elles seront aussi autre chose. Et c'est cette fameuse mobilité depuis les retraites en passant par la formation professionnelle qu'on est en train d'organiser petit à petit. Et en même temps, donc c'est un peu le paradoxe. L'entreprise, on lui dit tu vas être sympa, tu vas t'occuper justement des retraites de tes salariés, de la santé, n'en parlons pas, de l'égalité, souffrance, RPS, machin bidule, l'égalité, l'éducation, voilà. Donc c'est un grand paradoxe. Voilà. Jean-Marc, le but, puisqu'on parle de ça, le but, la raison d'être de l'entreprise. Je vais commencer. Je le sens très chaud. Oui, absolument. Je vais répondre à ça. C'est un petit détour puisqu'on est à Avignon et que c'est les vacances, tout ça. Et donc Avignon. Alors, tout le monde le sait parce que je le clame partout. Je suis bordelais, mais je suis comme François Mauriac. Je parle de Bordeaux, mais je n'y mets jamais les pieds. Et ne serait-ce que parce que, et ça c'est là aussi pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, tous les ans j'ai mon petit couplet sur la SNCF. Et maintenant, pour aller à Bordeaux grâce à la SNCF avec le TGV, on met désormais enfin le même temps que sous Napoléon III. Et donc j'y vais de temps en temps. Mais Bordeaux, il y a deux choses importantes pour moi à Bordeaux. D'abord, c'est le premier pape en Avignon était bordelais, c'était Clément V, et donc Bertrand de Goth. Et la deuxième chose, c'est que sous Louis XIV, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu de multiples révoltes fiscales, dont une qui était la révolte des bonnets rouges. Donc elle a pris son nom en Bretagne, mais elle a été initiée à Bordeaux. Et le prévôt des marchands de Bordeaux, qui s'appelait Legendre, a été ensuite reçu par Colbert. Et Colbert, après avoir fait massacrer la moitié de la population, lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'autre s'est tourné sa langue dans sa bouche un petits moments avant de répondre. Et puis il lui a dit « Oubliez-moi ». Alors Colbert, oui, vous savez, la meilleure chose que peut faire l'État pour l'entreprise, c'est de l'oublier. Et je crois que ce message est plus que jamais d'actualité. Et je pense qu'on est arrivé à une situation où effectivement l'État s'est mêlé. Alors en deux mots, et je vais rebondir sur la responsabilité sociale de l'entreprise et que peut faire l'État, mais je crois que l'État s'est mêlé de beaucoup de la vie de l'entreprise parce qu'il avait constitué une légitimité intellectuelle sur l'idée qu'il pouvait garantir le plein emploi. Pour moi, le véritable moment où on commence à voir une émission systématique au milieu du XXe siècle de l'État dans l'activité économique, indépendamment des effets qui sont liés à des mécanismes de guerre, c'est véritablement après le New Deal, la théorisation de tout ça. Alors, j'ai participé récemment à un colloque à la gloire de Alvin Hansen, qui est un économiste oublié aujourd'hui, qui était le conseiller économique de Truman, et son livre de référence s'appelait Full Employment and Economic Policy. Full Employment, c'était l'idée que l'État détenait, en écoutant les économistes keynésiens, la clé du plein emploi. Et donc l'État était capable de fournir à la société le plein emploi. À partir de ce moment-là, l'État avait des sortes de droits sur la société puisqu'il lui apportait une réponse à une de ses interrogations les plus dramatiques. Moi, j'appartiens à une génération qui se souvient encore de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et même ministre de l'économie. Et en 1974, juste après le choc pétrolier, Giscard, interrogé pour les vœux du 1er janvier 1974, se voit poser la question « Quelles vont être les conséquences du choc pétrolier sur l'économie française ?» Il y répond, vous pouvez, le discours est sur Internet, vous pouvez le vérifier. Il dit qu'effectivement, il va y avoir un problème de pouvoir d'achat, d'équilibre extérieur, mais que, et il a cette formule que j'ai en tête, je peux rassurer les Français, dit-il, le gouvernement a la volonté et les moyens de garantir le plein emploi. C'est-à-dire, le ministre de l'économie de 1974 est persuadé que le message plein emploi est toujours d'actualité. Nous sommes à 3,5 millions de chômeurs. Donc l'État ne remplit pas la mission sur laquelle il a assis son pouvoir. Donc je pense qu'il faut désormais que l'État se remette en question. Et donc je pense qu'il y a trois choses à voir dans tout ça. Premier élément, vis-à-vis de la loi Pacte, le but c'est de relancer la croissance. Et la croissance de long terme. La croissance c'est un cycle et un long terme. Hein. On est plutôt dans une phase où le cycle se retourne. À l'époque où M. Cazeneuve était Premier ministre, la croissance trimestrielle était de 0,6% par trimestre. À l'heure actuelle, elle est de 0,3%.
Et malgré l'estime que j'ai pour Bernard Cazeneuve, je pense qu'il n'y était pour rien. Que la croissance était de 0,6% quand il était Premier ministre, parce qu'il y avait un cycle qui portait cette croissance, et que ça avait bien commencé, mais oui. Mais vous pouvez, je vous tends là. Une perche, vous pourrez revenir nous expliquer pourquoi vous aviez obtenu les 0,6, mais je certifie, j'authentifie, je confirme que vous avez été le Premier ministre qui, sur les 10 dernières années, a eu la plus forte croissance trimestrielle, 0,6%. Et donc, on est à 0,3%. Donc, l'enjeu est ailleurs. L'enjeu est effectivement dans la croissance potentielle telle qu'elle a été examinée dans la loi Pacte. Et je pense qu'on est à 1,25% de croissance potentielle en ce moment. À l'époque où Valéry Giscard d'Estaing était ministre de l'économie, on était à 5%. La chute entre les deux, c'est les baisses de productivité. Et là aussi, le gouvernement a demandé parallèlement à la loi Pacte un rapport sur l'évolution de la productivité. Pourquoi est-ce que la productivité n'est plus au rendez-vous? Il y a une commission qui s'est réunie pendant 1 an et qui a remis sa conclusion il y a 2 mois. Et la conclusion, c'est une énigme. Alors, vous avez raison de payer des économistes. Alors, que peut faire l'État s'il est en face d'une énigme? Jean-Marc, on va voir comment il peut la résoudre, cette énigme. Oui. Alors, juste sur l'histoire de la RSE et tout ça, je pense qu'il a un véritable enjeu, l'État, c'est de s'approprier l'enjeu climatique. Et je pense qu'il y a un outil qui est un outil important, c'est le prix du carbone. Et je pense que désormais, la mission de l'État, c'est de faire comprendre, après la crise des Gilets jaunes et la façon dont il a géré le prix du carbone au travers de la taxe carbone, que l'enjeu est un véritable enjeu. Le drame politique, c'est qu'on a détruit la potentialité de cet outil, et je pense que maintenant, il va falloir ramer pour le rétablir, parce que c'est lui qui est l'enjeu essentiel des quelques années qui viennent. Alors, le message est passé. Pas évident d'arriver derrière, cher Gaspard. Non, alors, mais surtout quand on a été serviteur de l'État, quand on est entrepreneur, quand on est citoyen, quand on est conseiller aux entreprises, et que je crois qu'on a une petite envie. Non, une énorme envie, on peut le dire. Merci d'abord de me donner la parole. Vous pensiez que j'allais parler moins longtemps que les 3 précédents orateurs, mais qui sont entrepreneurs, avocats et professeurs. Mais en fait, je suis communicant, donc je parlais encore plus. Je me doute bien, ça allait être très équilibré. Et j'en profite pour commencer par saluer Bernard Cazeneuve. Ça fait extrêmement plaisir de le revoir. J'ai eu l'honneur pendant quelques années de travailler dans une équipe en tant que humble collaborateur dont Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur puis Premier ministre. Et c'est vrai qu'on est bien loin de notre sujet, mais quand on doute du rôle de l'État, je pense qu'il faut toujours revisiter le dernier quinquennat. Ça sera mon seul moment d'autopromo, puisque nous avons été quelques-uns, et Bernard Cazeneuve en première ligne avec François Hollande, à voir que l'État était quand même très utile quand on était confronté au terrorisme et à l'horreur, et que là on aurait pu compter sur toutes les entreprises du monde si l'État n'avait pas été là pour assurer la protection des citoyens et recoudre ensemble tous les fils de la société. Nous aurions été bien dans l'embarras. Mais ce n'était pas une critique, c'était une remarque que je tenais à le dire en préalable. Tout à fait. L'État, je vais quand même rebondir sur cette dernière invention parce qu'elle est très juste. Depuis, on va dire, le premier choc pétrolier et les années 70, l'État et la puissance publique en général sont très malades, parce qu'elles n'ont pas été capables de faire face à la crise majeure dans laquelle nous sommes rentrés depuis maintenant plus de 40 ans. Et l'État, sur lequel on comptait absolument pour reconstruire, restimuler la croissance, n'a plus été capable de faire face à tous ces défis, dont le plein emploi. La conséquence qu'on en a tirée, elle est positive, c'est qu'il fallait moderniser l'État, le réformer. Tous les gouvernements s'y sont employés depuis longtemps. Un président du Conseil de la Troisième République, à l'époque, le talent, il y en avait, disait quand un président du Conseil veut se faire applaudir à la Chambre, il parle de la réforme administrative et il est sûr d'obtenir des applaudissements. Par contre, la réussir, c'est beaucoup plus difficile et ça nécessite beaucoup de modestie. Tous ceux qui y sont attelés ont rencontré des difficultés dans la conduite du changement, comme on dit aussi dans l'administration. Donc c'est un combat qu'il faut évidemment poursuivre, parce que avant de donner des leçons aux entreprises et de leur donner de nouvelles obligations, comme ça a été très bien dit par les orateurs. On peut balayer devant sa porte. Voilà, exactement. Il faut commencer par donner l'exemple. Chercher à faire des économies, mieux gérer l'État, éviter de recruter des fonctionnaires quand c'est pas nécessaire, bien allouer l'argent public, etc. Intéressant ce que vous dites là.
Merci, parce qu'avant, ce n'était pas tellement le cas. C'est méchant pour les orateurs précédents. Oui, je sais. Non. Je suis le Ça seul n'a à rien avoir à eu le voir. droit au Non, mais site. Il est très fort, on voit que c'est un communicant. Je disais pas ça par rapport aux autres, mais par rapport à un temps passé, on va dire. Voilà. Non, je plaisante. Je vous charrie aussi Mais pour, qui aime bien taquine bien. Non pour éveiller l'assistance qui est en train de s'endormir, parce que c'est malheureusement l'heure de la sieste. Nous avons une lourde tâche, c'est quand même de parler à ce moment-là. On chauffe la salle pour Bernard tout à l'heure, ce sera plus simple. Donc je reprends mon fil très, très rapidement. Donc l'État a eu cette responsabilité, il l'a fait très imparfaitement, honnêtement, il a encore énormément à faire et il doit continuer à faire, mais il serait faux de dire qu'il n'a rien fait. Beaucoup ont été faits, d'ailleurs tout gouvernement confondu, toute majorité, toute couleur politique confondue, et ça continue, c'est bien heureux. L'entreprise dans tout ça. Voilà, justement, j'allais y venir tout de suite. Et je pense que l'entreprise, dans le même temps, on lui a demandé, et j'étais très sensible, ce que vous disiez tout à l'heure, a été très sensible, on lui a demandé beaucoup, et peut-être trop, à un moment donné. On lui a demandé de faire des choses que l'État était plus capable de faire, de résoudre les inégalités entre les femmes et les hommes, de trouver du travail à tout le monde, de former tout le monde, aujourd'hui d'œuvrer pour le développement durable, en oubliant que la puissance publique, ou en tout cas l'intérêt général, la société dans son ensemble, avait son rôle à jouer. Et ce faisant, l'État, s'appuyant peut-être sur une critique néolibérale qui avait emporté en fait l'opinion publique, a tout délégué aux entreprises. Et j'ai été saisi hier en lisant Le Monde de voir un ancien vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qui est quand même pas réputé être un gauchiste, dire que l'idéologie néolibérale avait tué l'État et la puissance publique. Ça doit nous amener à nous faire réfléchir. Et je pense que tous ensemble, on doit aussi réfléchir à cela. Quel est le vrai rôle de l'entreprise? Quel est le vrai rôle de la puissance publique? Moi, je pense que l'État, l'équité territoriale, l'Europe doivent reprendre tout leur rôle, pas faire à la place, pas se mêler de tout, pas dire qu'ils vont créer la croissance eux-mêmes, mais en revanche, être les garants de l'intérêt général et de la puissance publique. Sur des sujets en particulier, jouer le rôle d'impulsion et puis après laisser les acteurs associatifs, privés, entrepreneurs prendre les relais pour transformer la société. Alors justement, les acteurs privés et les acteurs comme les entreprises, ça veut dire que faire du profit, augmenter le chiffre d'affaires, suffit plus aujourd'hui? Alors justement, voilà. Ça ne suffit plus, bien évidemment, et si on ne fait que ça, évidemment, on va dans le mur. Tout à l'heure, vous disiez que parmi les objectifs qu'on devait se fixer, il y avait la croissance. Finalement, de façon habituelle, c'est toujours ce qu'on dit. Il faut la croissance. Eh bien, je pense que, pour rebondir sur ce qu'a dit notre intervenant précédent, je pense que ça ne devient plus l'objectif numéro 1, en fait. On a longtemps dit que ça soit à droite ou à gauche, faisons de la croissance et puis après voyons comment est-ce qu'on distribue le profit, les fruits de la croissance. Ruissellement, c'est ça, enfin, ouais, voilà, le ruissellement, quelqu'un a dit ça récemment. Ouais. Semblait aussi. Et je pense que maintenant on réfléchit de façon différente. C'est comment est-ce qu'on sauvegarde l'humanité et la planète. Moi j'ai des enfants, j'en ai 4, ils sont tout petits. Tous les jours ils me mènent une guerre sans merci sur notre mode de vie. S'ils étaient ici, ils auraient commencé par me dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de carafe d'eau? Pourquoi est-ce que c'est climatisé? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes venu en train et pas en avion, etc. On a interdiction de manger du Nutella, c'est dommage parce que j'avais attendu d'avoir des enfants pour en remanger. On n'a plus le droit d'aller au McDo, on n'a pas le droit de prendre de jus d'orange en briques, etc., etc. Et donc je pense que les entreprises doivent aussi s'interroger là-dessus. C'est pas parce que l'État a son rôle que les entreprises ne doivent pas prendre leur part. Et l'année prochaine, je suis sûr que quand vous m'inviterez, il n'y aura plus de bouteilles d'eau sur cette table. Non, mais vous serez peut-être plus là parce que vous serez occupé à d'autres choses. J'espère. On vous le souhaite. On va en reparler. Vous pourrez m'inviter en tant que maire de Paris. Y a pas de problème. Bien volontiers. Bien volontiers. On a dit qu'il fallait avoir de l'ambition. Il en a. Philippe, réaction par rapport à ce que disait Gaspard sur faire du profit, monter le chiffre d'affaires, ça suffit plus. L'entreprise a un vrai rôle aujourd'hui. C'est ce que vous promouvez, c'est ce que vous faites chez BDO et plus globalement. Je pense que je suis totalement d'accord avec ce que dit Gaspard. On n'en est plus là. On n'en est plus à rechercher le profit. Bien sûr qu'il faut le profit. On sait très bien que s'il n'y a pas le profit, il n'y a pas de pérennité, donc ça ne peut pas durer. Mais par contre, et ça a été dit par Geneviève tout à l'heure, c'est donner du sens aujourd'hui qui est important dans une entreprise. Et quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, c'est une communauté qui se réunit autour d'un projet, qui construit ensemble. Et la vocation de l'entreprise est justement, pour s'installer dans la pérennité, de donner ce sens, de le rechercher, de le partager. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, en gros, hein? Oui, et puis de donner de l'intérêt à l'action tous les jours, parce qu'on partage quand même des journées entières, des journées de travail, et on n'est pas là pour se faire la guerre. Donc il faut construire ensemble. Donc aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Et moi, je suis très frappé de voir
voir la demande et l'attente des jeunes aujourd'hui quand ils cherchent à se faire embaucher. Et c'est pas qu'ils cherchent à se faire embaucher, c'est l'entreprise qui cherche à les embaucher. Le rôle s'est complètement inversé. J'en veux pour exemple 2 entretiens que j'ai eus cette semaine pour un recrutement de cadres dans mon entreprise. Un de 2 heures, un d'1 heure. Et le lendemain, je me dis, mais au fait, à aucun moment on a abordé le sujet du salaire. C'était pas la question. Par contre, quelle est l'entreprise, quelle est sa motivation, où veut-elle aller, quel est son projet, quelle est l'organisation, quel est quel sens je vais trouver en tant qu'individu dans le sens global de l'entreprise. Et voilà la demande des jeunes. Et quand on sait que dans les 7 années à venir, il y a 1 milliard de ce qu'on appelle les digital natives qui seront sur le marché, donc les enfants de Gaspard là, qu'il va falloir embaucher, il va falloir répondre à leurs attentes. Est-ce que les entreprises sont prêtes à les inclure dans un mode qui ne peut pas être celui du passé? Donc forcément, aujourd'hui, il faut se remettre en cause dans cette raison d'être. Et moi, je trouve que c'est l'avantage de cette loi Pacte, c'est d'avoir posé la question, même si on peut conclure, et j'y souscrirai volontiers, que la montagne a accouché d'une souris. Quand on voit l'article de la loi Pacte qui dit l'entreprise doit être gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Bon, d'accord, so what? Mais n'empêche que ça a posé le sujet, qu'il y a eu beaucoup de discussions et que cette discussion se généralise. Donc aujourd'hui, le sujet est à l'intérieur des entreprises. C'est à elles de se responsabiliser. Donc quand Jean-Marc nous dit qu'il faut que l'État laisse les entreprises, moi je suis d'accord avec ça, mais c'est peut-être pas tout à fait mûr aujourd'hui. Je dirais oui, c'est l'objectif, le jour où chaque entreprise aura intégré une notion d'intérêt général. Et où elle se comportera dans une société. Ce jour-là, oui, bien sûr, l'État pourrait les laisser faire. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, il y a encore un rôle, il y a encore une fonction publique, il y a encore une économie privée qui demande à être, je ne vais pas dire dirigée, parce que le mot n'est pas approprié, mais il faut trouver cet équilibre entre le public et le privé. Et c'est quand même notre culture française. Moi, moi qui voyage pas mal à l'étranger, je suis frappé de voir que ce modèle aujourd'hui est une référence. Et je pense qu'on peut lui faire confiance pour savoir s'adapter au temps moderne. Voilà, positive attitude. Emmanuel, réaction par rapport à tout ça. On le voit, hein, il y avait cet exercice de style entre d'un côté, ce que tu disais, flexibilité, et puis de l'autre, quand même, on va un petit peu encadrer. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'individu, avec le collaborateur? Est-ce qu'on a envie de l'assister, de l'accompagner, ce qu'on fait, ou est-ce que, comme il le vit dans sa vie de citoyen, il se débrouille tout seul? Il y a aussi un paradoxe là. Oui, on entre dans l'ère des paradoxes. Et puis le premier des paradoxes, c'est celui de parler entre nous tout le temps, à chaque occasion qu'on a de le faire, de s'interroger sur l'entreprise et particulièrement le salarié, c'est de s'imaginer un peu corseté par nos représentations du passé, qu'on a affaire à d'abord une entreprise qui est pérenne, stable, qui a le même nom et qui a le même objet social, quoi qu'il arrive. Donc, avec le contrat à durée éternelle. Et avec mon habituel doté du CDE, c'est-à-dire du contrat à durée éternelle. Eh bien non. Enfin, je veux dire non, après on va dire, ah ben si, c'est quand même l'enjeu. Oui, d'accord, mais enfin, non, a priori... nouveau lien au travail. Hein. Le nouveau lien au travail fait que partiellement, ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde et en même temps, etc. Justement, il faut vivre avec la diversité, l'introduction ou l'intégration de cette diversité. Le contrat de travail à durée éternelle, à durée indéterminée, entendu comme stable et très longtemps, etc., n'est pas nécessairement désirable, de la même manière qu'il peut l'être pour certains aspects. Je rappelle que la figure de l'auto-entrepreneur autour de la start-up qui est donc très positivée, veut dire en gros l'entrepreneur, quel qu'il soit, que l'auto-entrepreneur est né et qu'on ne sait pas quoi en faire, il est dans nos pieds avec cette économie de la plateforme et qu'il faut absolument lui trouver une place ou alors la liquider, et ça je me tourne vers nos amis qui auraient peut-être un mot à dire, c'est de deux choses l'une, ou c'est une erreur funeste, et pardon, excusez-nous, ceux-ci sont des salariés, 2, l'entreprise est une entreprise, 3, circuler, il n'y a rien à voir, ou bien au contraire, on se dit, tiens, après tout, est-ce qu'on peut vraiment interdire ce qu'on ne peut empêcher, que la technologie, dans le fond, est telle que l'algorithme ne peut pas être l'autorité subordonnante de tas d'individus qui viendraient obéir à une machine, donc c'est quand même un peu dur pour cette fameuse société qui a peur de l'avenir, enfin de l'avenir technologique, de se dire, dans le fond, les robots, les machins, et là, on ferait quoi? On se mettrait sous la subordination d'une machine. Bref,
peut-être qu'on a une occasion, d'ailleurs on l'a, et de fait on l'apprend, je dis ça de manière un peu percutante, mais on essaye d'introduire ou d'intégrer des nouvelles formes de travail qui non seulement se succèdent, mais s'empilent. Donc je reviens à mon entreprise classique, celle qu'on a en tête tous en parlant. Cette idée que l'entreprise doit être plus juste, plus protectrice, plus accompagnante, plus aidante, la réponse est oui, tout ça, avec plus de liberté, d'autonomie, de sens et d'initiative. Donc ça veut dire à la fois avec plus de contrôle grâce ou à cause de la technologie, mais en même temps plus d'autonomie pour précisément redonner ce fameux sens, etc. etc. Donc tout est sur la table. C'est la raison pour laquelle le vrai moteur, me semble-t-il, de ce siècle qui vient, enfin qui est, mais en tout cas que l'on essaye de cerner, c'est donner aux personnes, enfin aux salariés, donc je parle des vrais salariés de l'entreprise, dans le fond, tous les accès et toutes les nécessaires caractéristiques des droits qu'il pourra porter avec lui, cette transférabilité qui est au cœur de la loi Pacte, pour revenir un peu à un sujet qui était donc initialement celui-là. Et notamment, je prends pour exemple, parce que je m'y suis plongée avec passion, car je le trouve extrêmement intéressant, au-delà des 60 ans que nous fêtons de la participation du général, puisque c'était janvier 59, la première ordonnance sur la participation des salariés qui, par surcroît, avait dans son libellé la fusion entre l'intéressement et la participation au sens où on l'entend aujourd'hui, et éventuellement l'actionnariat salarié. Tout ça, c'était une phrase et c'était une ordonnance de 1 page et demie, Dieu du ciel, 1 page et demie, enfin, je dis ça en passant, c'était pas très bon pour le business, mais bon, aujourd'hui on s'est rattrapé, heureusement, on en a fait 300 pages, mais autour de la figure de l'ancien monde, qui est vraiment cette notion de participation, d'intéressement, d'épargne salariale d'un côté, mais sous la figure modernisée, si je puis dire, du réceptacle et du véhicule, des retraites, 3e pilier, c'est-à-dire le pilier supplémentaire que l'on va permettre aux salariés, avec l'aide de l'employeur, de se constituer cette fameuse retraite dont tous les Français se foutent éperdument aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce que c'est à 57%, mais ils sauront bientôt que l'intérêt de participer à ce genre d'affaires est absolument substantiel compte tenu d'éventuelles modifications venant affecter le régime dit classique de base. Donc on voit bien que l'entreprise est donc mobilisée pour aider, j'allais dire, l'État dans la constitution de ses retraites, et pour les salariés, c'est un dispositif assez complexe pour le moment, mais dont on voit avec intérêt que, comme nous sommes un pays d'ingénieurs, nous savons organiser la tuyauterie et nous savons le rendre portable et transférable. Et c'est en cela qu'il se passe des choses, j'allais dire, qui relèvent à la fois de cette protection due aux personnes qui passent. Et donc, moi, ma conclusion, j'allais dire, temporaire sur ce sujet, c'est que l'entreprise est en train d'ouvrir ses portes. Elle les ouvre non seulement dans les modalités d'exécution du travail, je passe sur le télétravail, le nomadisme, le coopératif, tout ce qu'on veut, qui rend l'autonomie, etc. Mais ensuite de cela, les gens passent. Et donc, cette fidélité, etc., elle vient aussi par ce passage dans l'entreprise qui rend plus fort ces personnes qui auront coopéré un moment avec cette entreprise et en vue de se constituer, j'allais dire, un bout de patrimoine social qu'ils pourront porter plus avant et ainsi tourner et revenir et partir. Et donc c'est un monde de la mobilité qu'on met en place. On sort de ce monde où, je ne dis pas l'immobilisme, mais l'immobilité était la règle. Et là, aujourd'hui, on arrive petit à petit à intégrer cette notion de mouvement des uns aux autres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas figer les idées, enfin les points en disant voilà, l'entreprise c'est un lieu éternel où on ne bouge pas. Non, c'est un lieu image figée versus situation dynamique. Et on y apporte quelque chose. Jean-Marc, réaction par rapport à tout ça. Si on reprend le fil, l'État garantissait le plein emploi, il y avait des contraintes en face. Oui, les contraintes que mettait l'État en face, c'était effectivement la montée en puissance de sa fiscalité. C'est-à-dire, il avait même théorisé, alors pour ceux qui ont fait des études d'économie à l'ancienne, dans l'ancien monde, ça s'appelait le théorème d'Havelmo, où on démontrait qu'en augmentant les impôts, on arrivait à augmenter l'emploi. Heureusement, ça a été infirmé, rassurez-vous. Mais attention, ça va donner des idées. Voilà, mais c'était assez compliqué sur le plan mathématique, mais c'était assez élégant. Et bon, et donc on arrivait, c'était surprenant, mais on y arrivait. Et donc, cette phase-là est derrière nous. Et donc, je pense que néanmoins, l'État continue à être persuadé qu'il est en capacité, d'une façon ou d'une autre, de jouer sur la croissance, contrairement à ce que vous dites. La loi Pacte, elle a bien comme objectif la croissance, c'est pas moi qui l'affiche. Et quand vous regardez l'exposé des motifs, il y a un chiffre qui est avancé, comme quoi elle va permettre d'augmenter cette croissance potentielle de
0,7 à 0,8 points. On devrait passer donc d'un 25 à un peu plus de 2% de croissance potentielle. Donc c'est un objectif que ça signe effectivement l'État, même si je pense qu'effectivement c'est relativement vain. Et pourquoi est-ce que l'État pouvait afficher ce genre, indépendamment de la structure intellectuelle qu'il y avait derrière au travers du théorème de Havelmo? C'est parce qu'on était dans une société, à mon avis, de capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire que l'État contrôlait l'économie, garantissait effectivement à un certain nombre d'entreprises en monopole public ou privé une forme de sécurité. Et la sanction à l'incapacité de l'État à réaliser ses objectifs, c'était de l'inflation. Et c'est ce que d'ailleurs René Meyer, qui était un des grands ministres de l'économie de la 4e République, appelait un dirigisme inflationniste. Et là aussi, alors je ne vais pas multiplier les références historiques, mais il avait théorisé ça en 1948 quand on a massacré le franc. Un vrai massacre. Il a dit, écoutez, les Français, on ne peut pas les gérer autrement qu'on leur fait des promesses, on les honore et ensuite on dévalue. Bon. Le problème, c'est qu'on continue à faire des promesses, on continue à les honorer et on ne dévalue plus. Donc on fait de la dette. On a trouvé un autre moyen, on dévalue potentiellement dans le futur la valeur de la monnaie au travers de l'accumulation de dettes publiques. Et je pense qu'il faut sortir de cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons qui sont essentielles pour moi. C'est qu'on ne peut plus dévaluer et on est dans une société où il n'y a plus de monopole. Il n'y a plus de monopole parce que la construction intellectuelle de la société dans laquelle on est a mis la concurrence au centre de ce que nous faisons. Vous connaissez aucun commissaire européen à part Madame Vestager, parce que Madame Vestager, elle est commissaire européen à la concurrence. Donc ça veut dire que la solution, c'est ça, la concurrence? C'est la concurrence. Il faut accepter cette concurrence. Et non seulement il faut l'accepter, mais je pense que la population s'est appropriée cette concurrence. C'est-à-dire que la population vit dans un monde concurrentiel, elle passe son temps à mettre les gens en concurrence. C'est ce que disait d'ailleurs Friedman quand il disait que le but de l'entreprise, c'est de faire des profits, que le chef d'entreprise, c'est pas un monstre, c'est pas un sadique, il a un cœur comme les autres, donc il va respecter les règles du jeu. Et en plus, il a une contrainte au-delà du profit, c'est de vendre. Et quand il n'est pas en situation de monopole, il n'a la certitude de vendre que s'il respecte vis-à-vis du consommateur un certain nombre de règles, y compris des règles éthiques. Donc je pense qu'il y a un outil considérable qui est la concurrence, et la population se l'est appropriée. Et derrière la concurrence, il y a un texte de loi qui a été voté au mois d'août dernier qui s'appelle « Société pour une société de confiance ». Et on rejoint un peu ce que... Je crois que là aussi, il faut à un moment donné accepter l'idée qu'on peut faire confiance aux chefs d'entreprise. C'est pas systématiquement des salauds. Et donc l'idée que je vois Gaspard Ganzer vous a fait un relevé de sourcil. D'autant plus que vous l'avez dit, ce qu'il y a de fort, c'est que le chef d'entreprise, si vous l'emmerdez trop, comme le disait Ernest-Antoine Sellière, rassurez-vous, à la fin, on digère le truc. Gaspard, réaction par rapport à tout ça. Si les entreprises ne prennent pas leur part de responsabilité, là où je souscris à ce qui a été dit sur l'État qui tente de croire ou de se persuader qu'il peut fixer des objectifs de croissance à long terme. Je crois que tout ça est un peu absurde, quoi. D'ailleurs, on se trompe systématiquement dans les prévisions de croissance quand on fait des lois de finances. Et ça se fait, bien évidemment, il y a des prévisionnistes dont c'est le métier qui les calculent, mais systématiquement ils se trompent, et quand ils tombent par hasard sur le bon chiffre a posteriori, tout le monde en est même surpris, quoi. Donc eux les premiers. Oui, c'est le décryptage a posteriori, vous voyez bien, ouais, on avait raison. Et eux, non, les mais quand premiers. on voit toutes les contraintes ou tous les sujets, on parle du plastique, du circuit court, Ouais, mais je vais des choses revenir. comme ça. Ouais. Alors, aux entreprises de le faire, et si je caricature, si elles le font pas, c'est la loi. Non, je pense que le rôle de l'État est moins de créer la croissance. Ça, je pense que c'est pas son métier, sa tâche, que pour faire le mauvais prof d'économie de gérer les externalités négatives liées à cette croissance ou à la concurrence débridée. En tant que Parisien, j'ai eu au cours des dernières semaines à constater, comme beaucoup d'entre vous si vous êtes Parisien, ce que ça donnait la concurrence débridée quand on l'appliquait à un secteur qui est amusant, qui est celui des trottinettes électriques. Où là, en fait, 10 opérateurs se sont lancés en même temps à Paris, avec chacun des opérateurs la même stratégie, d'inonder le marché au sens propre du terme. Et donc, il fallait mettre le plus de trottinettes possible sur les trottoirs,
sans aucun profit à court terme, avec l'idée de tuer ses concurrents. Et donc évidemment, c'était épouvantable. Il y a eu une explosion de l'accidentologie. Les trottinettes ont pollué les trottoirs. Elles ont une durée de vie inférieure à 1 mois. Elles ne respectent pas les services publics, etc., etc. Et donc au bout d'un moment, la puissance publique, l'État d'un côté, les collectivités de l'autre, ont dû reprendre la main pour leur dire, écoutez, bon, enfin, quand même des limites. Il y a des jouisseurs qui sont des auto-entrepreneurs, c'est leur nom, hein, qui sont des auto-entrepreneurs qui n'ont aucune protection sociale et qui en fait pour recharger les trottinettes les mettent dans des camions à diesel, ils vont les recharger dans des parkings. Dans ça la nuit. Hein. Voilà, en faisant ça la nuit, il y a des trottoirs totalement pollués. Et donc la puissance publique est venue a posteriori réguler les choses. Je pense qu'elle aurait dû le faire a priori. Et donc ça c'est le rôle de l'État. Et puis après, ça ne va pas empêcher que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités elles-mêmes. Moi d'ailleurs, je suis curieux de voir, en tant que citoyen, comment les choses vont se passer au cours des prochains mois, des prochaines années, sur des questions fondamentales, comme le plastique. J'y reviens. Alors, je vous raconte une anecdote. Quand Nestlé a déménagé de son siège pour le mettre à Issy-les-Moulineaux, je crois, ils ont interrogé les salariés sur ce qu'il fallait faire de différent en entreprise. Et les salariés ont demandé, ça serait bien qu'on n'ait plus de bouteilles d'eau gratuites en plastique, alors qu'eux-mêmes en produisent. Donc c'était assez intéressant. L'autre secteur contre lequel on va s'interroger, parce que Philippe disait tout à l'heure, tu disais, et tu as raison, que tu voyageais, moi aussi j'ai beaucoup voyagé, on va aussi s'interroger systématiquement sur quand est-ce qu'on prend l'avion, pour quelles raisons, est-ce qu'on pourrait s'en passer, est-ce vraiment indispensable? On parlait tout à l'heure de nomadisme. Moi, quand j'ai créé une entreprise, j'ai dit à mes salariés, alors ça m'arrangeait, parce qu'on n'avait pas d'argent pour se financer des locaux, j'aurais dit, et on avait des petits locaux, je leur disais, vous venez travailler au bureau simplement quand c'est nécessaire. J'avais totalement inversé la charge de la preuve. Du coup, vous résolviez les problématiques du mètre carré. Du mètre carré, et en plus, je me donnais bonne conscience, bonne vue des mondes durables. Et quand il y a eu la canicule, mais ça pose d'autres problèmes, comme ceux de la contrôle du travail, mais bon, je faisais confiance à mes salariés qui étaient exceptionnels, parce que nous avions choisi tous ensemble avec les managers, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, ça peut possible que dans les plus petites. Et quand il y a eu la canicule, et encore la canicule d'ailleurs, la semaine dernière dans toutes les villes de France, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ont eu ce bon réflexe de dire à leurs salariés, restez chez vous. Prenez pas votre bagnole, n'allez pas vous entasser dans le métro ou dans le train. Voilà. Donc je pense que cette préoccupation, elle repose aussi beaucoup sur les chefs d'entreprise, mais pas pour faire plaisir à l'État ou pour se prendre pour l'État ou jouer à la place de l'État, parce que c'est leur responsabilité en tant que manager. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est leur responsabilité, mais que aussi, on le voit de plus en plus, hein, et c'est un secret pour personne, on trouve que la barque est un peu chargée, l'État impulse, propose, impose, et aux entreprises de le faire, quoi, hein. Mais c'est l'intérêt. L'intendance suivra. Non, mais ce que je pense que c'est l'intérêt des entreprises. Parce que si elles ne le font pas, si une entreprise qui produit massivement du plastique, qui consomme incroyablement des hydrocarbures, ne fait pas un pivot considérable d'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, les entreprises vont aller au tapis, vous l'avez dit avec beaucoup de tranquillité tout à l'heure et avec sourire et bienveillance, mais ce que vous vouliez dire, c'est que le secteur moi, si j'étais à votre place, j'investirais pas dans le transport aérien, ni dans Nestlé, ni dans Danone, parce que ce sont des entreprises qui, si elles ne font pas des pivots considérables, vont aller au tapis, et c'est pas pour faire plaisir à l'État, c'est juste parce qu'elles n'auront pas le choix. Réaction avec Philippe. C'est ce que je disais sur le sens à donner et qu'il faut partager dans une collectivité. Donc là, on est aujourd'hui obligé d'intégrer ces éléments dans le projet d'entreprise. Donc ça a été dit pour des raisons légales avec ce qu'a voulu initier Pacte, mais c'est la réalité des entreprises aujourd'hui. On n'a pas le choix. Quand on est un dirigeant d'entreprise, il faut mettre ce sens et cette recherche de sens. Et il faut surtout partager le projet avec l'entreprise. Et donc, ça concerne toutes les activités, quel que soit le secteur, sur de la production ou sur des services, même des ventes de biens. Mais je crois c'est ce qui donne du sens à ce débat que nous avons pendant 2 jours ici sur le sens de l'entreprise. Oui. Et Emmanuel va réagir par rapport à ça, parce que oui. J'ai l'air de ronchonner un peu parce que, pardon, mais entre nous, elle dodelinait. Non, mais on va le dire. Enfin, il faudrait peut-être embarquer les salariés aussi dans toutes ces belles choses, parce que oui, mais c'est pas nécessairement ce que moi je vois quand on m'appelle toujours pour des sujets qui relèvent vraiment de l'ancien régime, si je puis dire, et où on voit par surcroît des difficultés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous dites est juste, et c'est vrai que c'est une ambition et qu'il faut y arriver, mais simplement sur le terrain, et pardon, nous sommes français, donc culturellement, nous sommes des êtres sarcastiques, et permettez que je le dise,
beaucoup de salariés seraient heureux, allant, si je puis dire. Simplement, ils vous disent, on voit bien que les thématiques auxquelles on se trouve confronté et les sujets, j'allais dire, traditionnels de restructuration, de trucs pas marrants ou des choses marrantes ou qui sont plus ou moins mal vécues, ou je ne vous parle même pas de la souffrance au travail, fait que du coup, ce discours que vous dites a un peu de difficulté, me semble-t-il encore, à atteindre véritablement sa cible salariée. Je le dis tranquillement, c'est-à-dire que c'est pas vrai de tout le monde. Beaucoup d'entreprises font des efforts, mais c'est souvent ressenti comme des mots et des postures. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est-à-dire que c'est sans doute bien, mais la typologie des sujets que moi, en tant qu'avocat, je vois, fait que je ne peux pas me dire vraiment qu'on soit rentré dans l'ère de la RSE, intégré dans le dispositif. Je ne dis pas que c'est simple. Et c'est ce que disait Geneviève tout à l'heure, c'est qu'il faut le mettre a priori. Et vous parliez d'embarquer les actionnaires, mais il faut embarquer les salariés. C'est pas facile, parce que c'est pas parce qu'on dit l'essai de valeur ou je sais pas quoi, ou l'ambition, ou tous unis pour atteindre le nirvana, une belle charte, hein, que ça marche. Emmanuel, oui, non, mais je veux le dire parce que c'est notre quotidien. Enfin, vous êtes à la manœuvre, quoi. Je veux dire, donc peut-être des mots plus modestes et plus modeste et plus sincère, plus de reconnaître que c'est pas facile, et puis tout le monde, on ne mettra pas tout le monde dans la même pensée unique que cela est juste et bon. Pardon, c'est un petit coup de colère parce que à force, on finit par se convaincre que tout est cool et jovial, et je crois qu'il faut se dire, dans le détail, on aimerait bien s'éviter certains sujets irritants ou des sujets qui coûtent une blinde d'argent judiciairement, même grâce au barème Macron qu'on verra s'il est ou pas tamponné. Mais franchement, il faut regarder les choses avec réalisme. Il faut tendre vers cette espèce de... Voilà, mais la réalité, c'est... Enfin, pardon, je dis ça, je plombe l'ambiance, je sens là. Non, pardon. Emmanuel, pardon. Emmanuel, dernier point sur cette relation entre l'État et l'entreprise. Hein. On peut dire que c'est un peu schizophrénique, ça l'a toujours été. Hein. Souffre-douleur d'un côté, indispensable de l'autre. Dès qu'il y a un petit sujet, on mobilise l'entreprise pour faire la rustine, c'est-à-dire un manque de ceci ou de cela, toque l'entreprise, il faudra qu'elle voie à gérer la problématique. Je ne sais pas, il y avait quoi? Il y avait les... ça ne me vient pas à l'instant, mais il y a des espèces de moments de rustine où on se dit l'histoire de transport, etc. Donc le vélo, paf, allez, on va donner. Bon, moi je veux bien, enfin je veux dire l'entreprise veut bien en quelque sorte, mais justement je trouvais intéressant dans Pacte, et ça c'est ma note positive à moi, c'est que Pacte, ça veut dire qu'on revalorise ma position relative dans la société. J'ai un rôle à jouer, donc c'est en cela que j'ai une responsabilité. Ça, et c'est pour ça que je peux jouir à ce moment-là d'un regard bienveillant, j'aime pas ce mot, mais d'un regard jovial, notamment des autorités et j'allais dire des concitoyens, pour dire l'entreprise c'est chouette, et donc c'est chouette parce que précisément la contrepartie c'est qu'elle joue son rôle dans la société, et tout ça sans aller toucher le bout de l'étoile, mais déjà ne serait-ce que modestement, et ça mettra beaucoup d'apaisement, parce que n'oublions pas, je veux dire un dernier exemple, comment dirais-je, les ordonnances Macron. On est venu dire, donc on fête l'anniversaire un peu plus là, le premier anniversaire, un an et demi, l'idée que le dialogue social, c'est la clé de voûte du système, et enfin, nous vous retirons cet horrible code du travail qui vous pèse sur les épaules, et vous pouvez, vous avez l'attitude pour co-construire votre droit à vous. C'est quand même chouette, et dans le fond, c'est quand même l'objet des ordonnances. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que je n'ai pas le sentiment que l'on se soit emparé de cette jolie page blanche afin de se dire, allez les gars, on va se faire notre petit code à nous. Et là, tu t'adresses aux entreprises. Et je m'adresse à vous, enfin, je veux dire, à vous au sens où on aurait aimé un peu, alors j'aime pas le mot innovation, mais du moins d'idées pour se dire, tiens, on va faire un truc qui est rien qu'à nous, avec nos mots, etc. Alors, on le fait dans les coins, heureusement. Encore une fois, pardon, je dis pas que c'est vrai de tout le monde, mais cette idée que, ça y est, on vous a lâché la bride, prenez-la. Alors, on va me répondre, oui, d'accord, mais ça dépend du dialogue social que j'ai. Oui, ça dépend des représentants que j'ai, et donc tout est dans tout. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui jamais pourront négocier la moindre rien du tout, d'autres, en revanche, où elles peuvent le faire. Et ce qu'il faut, c'est du temps. Or, le temps, on ne l'a pas, parce qu'on a 254 000 obligations légales qui tournent comme des poulets sans tête. Et donc, il faut faire, etc. C'est presque donc, le lapin devant les phares. Hein. C'est pas mal. Il y a aussi le lapin devant les phares. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a des tas de latitudes. Et effectivement, on pourrait atteindre des tas d'objectifs modestes, mais des vrais objectifs, dont la sincérité serait captée par ce dialogue social, qui aurait des petits noms différents que les mots automatiques de tous les titres d'accords collectifs que vous faites. Faites-en d'autres, ne serait-ce que pour surprendre. Et c'est pas facile comme exercice, mais au moins,
c'est satisfaisant parce que vous remplirez votre office dans les yeux de vos collaborateurs. On forme un vœu. Gaspard, et je laisserai le mot de la fin à Jean-Marc. L'entreprise Ganzer Providence pour Paris ? Je sais que vous alliez parler de mon entreprise de conseil en stratégie. Non, enfin là, moi, il faut beaucoup de modestie quand on fait de l'action politique, et je dis ça devant beaucoup de gens qui ont réussi à gagner des élections. Ça n'a jamais été mon cas, donc moi, je me lance à l'aventure avec peut-être l'idée de mais tous les sujets, le Providence, ils sont pleins à Paris. Exactement. Je pense que l'échelle, on a beaucoup parlé de l'État tout à l'heure, et dans une sorte de dialectique entre l'État et les entreprises se demandant qui était responsable de quoi. Mais on a oublié un acteur qui est clé, qui est un acteur politique qui pour le coup est reconnu par les Français et les citoyens, c'est le maire, c'est la ville, c'est le territoire. Et je pense que peut-être une des façons de résoudre ces contradictions et ce duel dans lequel il ne peut pas y avoir de vainqueur entre l'initiative privée et l'initiative publique, c'est la cité, tout simplement. Là où on a inventé la démocratie il y a bien longtemps, et là aussi on peut la réinventer, peut-être de façon plus apaisée. Dans une ville, un bon maire ne s'amuse pas à dire qu'il peut produire à la place des entreprises de la valeur. Il ne pense pas qu'il peut remplacer l'initiative privée. En revanche, il sait que son rôle, c'est de garantir l'équilibre d'un territoire par l'urbanisme, par l'aménagement, par la circulation. Et c'est lui, et le seul qui est capable d'arbitrer entre tous les conflits qui peuvent exister, les conflits de mobilité. Donc on a parlé des trottinettes tout à l'heure, j'aurais pu parler à Paris des conflits entre les bus, les voitures, les vélos, les piétons. Pas du périphérique. Etc. Si on pourrait parler du périphérique. Une dernière fois, parce que dans 15 ans, quand vous me réinviterez pour la 20e fois, il n'existera plus, parce que nous l'aurons transformé. Et c'est lui qui peut garantir l'évolution en matière de développement durable. Et donc c'est ça que humblement nous on essaye de faire à l'échelle parisienne, mais on en parlera plus longuement l'été prochain. Bon, voilà. Exactement. On termine avec toi, Jean-Marc. Donc si j'ai bien compris, laisser les entreprises faire du profit. Tu as coutume de dire on n'est pas dans un monastère. Oui, moi je suis assez frappé pour rebondir sur ce que disait Emmanuel. On va terminer avec toi, oui, Jean-Marc. Et après Nicolas viendra nous rejoindre. Le discours qui consiste à dire aux gens on va vivre dans un monastère franciscain, je pense qu'au bout d'un certain temps, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas Saint-François en face, mais des jésuites. Et donc je pense qu'il faut se méfier de cette espèce de bénévolence, de gentillesse. Je crois que accepter l'idée que tout le monde a des intérêts et que c'est une utilisation intelligente des intérêts des uns et des autres qui permet de réguler la société. Encore une fois, le boulanger, il ne vous vend pas du pain parce qu'il sent que vous avez faim, il vous vend du pain parce que vous avez de l'argent. Et donc, et ça vous permet effectivement... Ça remet l'église au milieu du village. Voilà. Et donc, je pense que c'est en utilisant habilement les intérêts qu'on arrive à faire une société harmonieuse. Voilà, on peut les applaudir tous les quatre. Merci infiniment. Toujours passionnant. Je vais appeler Nicolas Miaille qui va nous rejoindre, qui va prendre ma place. Nicolas qui a écouté avec beaucoup d'attention ce qui s'est dit et qui va réagir pendant une dizaine de minutes. Bonjour à tous, merci et bravo pour ce très bel échange profond. J'ai envie de dire que la ligne de fracture qui m'a le plus intéressé au travers de votre échange, c'est quelque part en réponse au décor qu'avait planté Geneviève, c'est un jeu de tennis entre volontarisme et cynisme. J'ai pas envie du tout de caricaturer votre propos, parce que je vais un tout petit peu le caricaturer vers le cynisme. Pourquoi ? Je pense que si un des objectifs de cette loi, au-delà du fait de chercher tout simplement à incorporer, à transposer dans le droit français cette notion américaine de B Corp, qui est une existence longue aux États-Unis qui commence à prendre forme. Pour juste une idée, quand on regarde un petit peu les grandes marques B Corp, c'est-à-dire les marques qui essayent de mettre la mission au cœur de leur projet de création de valeur, la création de valeur. Quand on fait l'entrepreneuriat, on cherche à créer de la valeur, value proposition. Une boîte comme Patagonia, typiquement, qui est dans le retail, incarne aujourd'hui chez les jeunes cette nouvelle forme de proposition de valeur. Donc pour moi, quand la France s'essaye à transposer dans son droit ce genre de démarche qui vise à recréer de la zone grise entre l'État et le marché, rien ne serait pire que ces relations manichéennes, binaires, quelque part totalitaires entre d'un côté l'État et de l'autre l'entreprise. Il nous faut vraiment, un petit peu comme dans les relations hommes-femmes, savoir recréer de la zone grise, parce que c'est dans la zone grise que se trouve l'innovation qui nous sera indispensable à mettre au carré la transition écologique avec la révolution numérique et faire en sorte que cette mise au carré ne foute pas en l'air, pardon de mon langage, mais ne foute pas en l'air l'essence de notre modèle libéral démocratique. Et quand je dis libéral,
c'est libéral philosophique, c'est John Locke, la sanctuarisation de l'individu. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'une société comme Facebook, Google, Tencent sont capables de faire en matière de prédiction, d'optimisation et puis de manipulation des individus et des collectivités, on est en droit, si on doit s'appuyer sur elles, et on devra s'appuyer sur elles, le Libra arrivera, je vais en reparler juste après, on devra s'appuyer sur elles, notamment en Afrique, pour articuler cette mise au carré. Il faut que cette mise au carré, elle se traduise par autre chose que la fin ou qu'une remise en question profonde de cette essence du modèle démocratique libéral. Donc je pense que ça, pour moi, c'est à peu près une évidence. Et tant mieux, oui, je suis d'accord avec vous, il y a une logique performative. Il est bien que des dinosaures industriels qui ont bien fonctionné en Europe puissent, à l'occasion de la loi Pacte, se reposer certaines questions du sens. C'est essentiel en matière de talent, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, moi je le vois, j'ai créé un petit think tank, mais qui s'appelle The Future Society. Vous voyez, on essaye d'incarner ce qu'on essaie de faire, qui est métapolitique, au travers d'un projet on a fait le choix, nous, d'être une fondation reconnue d'utilité publique aux États-Unis, parce qu'il y a un marché de la philanthropie qui est beaucoup plus important qu'en France, et qui offre justement des zones grises pour aller, demain, s'essayer à des stratégies un peu innovantes, par exemple de tokenisation, pour mobiliser de la blockchain, pour vendre des services d'explicabilité de la façon dont on délègue à des algorithmes d'intelligence artificielle, la façon dont ils modélisent le risque de contrepartie. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est l'avenir du crédit en Afrique, par exemple. Cette zone grise, de mon point de vue, elle est vraiment essentielle. Maintenant, et c'est une des choses qui est clairement apparue au travers, à mon avis, de la discussion. La différence entre texte et contexte est vraiment essentielle. Je ne vous l'apprends pas, la constitution, parce qu'il y en a une, hein, de la Corée du Nord, est une constitution, et la constitution d'une république démocratique. Hein. Vous le saviez tous, hein, évidemment, la république démocratique de Corée du Nord. Il est clair que dans ce cas-là, je prends un exemple un peu clivant pour montrer à quel point la différence entre texte et contexte est essentielle. Et la loi Pacte, alors c'est du texte, évidemment, elle crée des choses, mais on a vu à quel point, en effet, les ordonnances n'avaient pas encore été, loi travail, n'avaient pas encore été saisies, prises en main par les entreprises, notamment celles qu'elles étaient censées servir, les PME, celles qui ont le moins la capacité de vous faire travailler, Barbara, celles qui ne sont pas en mesure d'aller voir des grands cabinets d'avocats et de leur dire « aidez-moi, je ne sais pas faire ». C'est moins facile pour elles, c'est pas facile, on va dire comme ça. Donc, oui, il y a un texte qui fait des choses nouvelles, mais là, on a besoin, je pense, de plus profondément faire changer les choses et de s'appuyer sur les Sustainable Natives, dont certains les qualifient de Khmer vert. Je pense que c'est un peu insultant. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de fond que simplement une logique totalitaire. Il y a la perception d'une urgence qui est partagée quand même par beaucoup de scientifiques, il faut le dire. Ce qu'on a, je pense, en France, moi je travaille beaucoup à l'étranger. Je vois beaucoup les Chinois, je vois beaucoup les Américains. Et on a beaucoup plus, comme 1959 par exemple, un monde qui s'impose à nous. Donc transposer les bienfaits du monde, ce que Gaspard génère ces comportements auxquels vous faites face dans votre foyer, c'est probablement des effets de soft power venus des États-Unis. Beaucoup plus que les effets de soft power qui viennent de France. On ne le voit pas tous les jours, mais le plastique, pas que le plastique, mais beaucoup de comportements, c'est des choses qui sont pas forcément nées en France. Et la Bicorp non plus, elle n'est pas née en France. Donc on est consommateur de soft power. Et moi, je pense que là, on peut vraiment, nous Français, cesser à faire des choses, c'est de s'appuyer sur notre culture, qui sait être sarcastique quand elle n'est pas cynique. Je ne vais pas caricaturer votre propos. On a vraiment le devoir de hacker le capitalisme. Et je prends ce mot de hacker parce qu'on ne pourra pas faire sans lui. On pourrait essayer de s'abstraire à la question, de s'échapper. Et là, je rejoins complètement. Il s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Et s'il s'impose à nous, dans un monde où on n'est plus la 4e, la 5e, mais on est en train de dégringoler dans le rang des puissances mondiales, on a quelque part le devoir de s'appuyer sur lui pour chercher à le transformer. Et là-dessus, quand je regarde un petit peu ce que ce capitalisme cognitif mondial est en train de créer, et là je ne suis pas d'accord avec vous, il y a des monopoles. Je n'ai pas l'impression qu'en France, Facebook ou Google est un concurrent. Je vais au petit déjeuner avec le PDG de Quant la semaine prochaine. Je pense qu'il doit être en dépression. L'État l'a beaucoup aidé d'ailleurs. Hein, et l'État continue d'aider, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il est quand même en situation de dépression. On vit dans une ère où les effets de réseau couplés aux économies d'échelle du digital font que il y a des situations de monopole extrêmes. Et celui qui a disrupté le G7, Emmanuel Macron voulait disrupter le G7. Il a dit on va faire le GIEC de l'IA, on va faire des choses. Celui qui disrupte le G7, c'est Mark Zuckerberg. Il a mis une claque incroyable, au gouvernement, et je pense que les gouvernements ont raison d'avoir peur.
avec la montée en puissance de cette monnaie alternative, le Libra, qui est quand même assise sur un panier de monnaie. Donc quand Facebook va s'amuser à émettre du Libra en Côte d'Ivoire pour, en gros, mettre à bas le franc CFA, un petit peu ça quand même, hein, et offrir une solution qui va plus fonctionner pour faire apparaître des solutions de microcrédit, de microassurance adaptées à ce marché. Quand le Libra, enfin quand Facebook va s'amuser à laisser émettre du Libra, ben quelque part, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact sur l'euro. Si le panier de monnaie qui sous-tend le Libra, on verra. On verra. En tout cas, le Trésor américain, là où les Français s'étaient saisis de la question et Bruno Le Maire a décidé... Juste une remarque, il ne va pas émettre du Libra. Il va changer le nom de la devise qui a été émise par le système bancaire, qui a cessé de s'appeler de l'euro, il va être du Libra, mais il n'émet pas de monnaie. À partir du moment... Alors à partir du moment... On ne va pas faire un débat technique. Non, c'est pas technique, c'est pas du tout technique. C'est pas du tout technique. C'est pas du tout technique. À partir du moment où une société comme Facebook a la capacité de faire du crédit... Non, mais il ne fait pas de crédit. Pas pour l'instant. Mais Non, WeChat mais aux États-Unis, ils en font. WeChat en Chine, ils en font. Hein. Oui, vous avez du crédit à la consommation, il ne fait pas de crédit, mais quand le club méditerranéen... Oui, quand le club méditerranéen vous offre des coquillages en début de saison en vous disant vous allez acheter vos... C'est la même chose que Facebook. Et ça ne menace personne. Hein. Pour l'instant. En tout cas, alors que Bruno Le Maire... Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une société. On est là dans le cadre d'une grande entreprise monopolistique qui concurrence quelque part une des fonctions régaliennes de l'État sur une zone géographique mondiale. Importante. Battre monnaie, c'est pas rien. Donc le fait de se reposer la question du rôle et de la raison d'être de l'entreprise, quand l'entreprise empiète sur le rôle de l'État, je pense que ça fait sens. Et battre monnaie, c'est pas une petite chose. Deuxièmement, et je vais continuer avec l'exemple de Facebook, puisqu'il crève l'écran, c'est une entreprise qui remet en question les relations classiques entre usagers, clients, travailleurs, actionnaires. Est-ce que sur Facebook, nous sommes, en tant qu'usagers, consommateurs? Pas forcément. Le consommateur, c'est plutôt la société qui va acheter de l'espace publicitaire, qui sera vendu, qui nous sera présenté. C'est ça un petit peu l'économie de l'attention. Donc ce capitalisme cognitif global, il retrace les frontières entre individus collectifs et différentes identités qu'on porte. Donc je pense que oui, ces jeunes qui nous disent « remettez le sens au cœur de l'équation », ils ont raison parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sous nos pieds. Et nous, Français, je pense qu'on a la capacité d'inventer des modèles sociaux, des contrats sociaux différents. Et oui, peut germer de cette rencontre entre le capitalisme et l'économie sociale et solidaire, par exemple, cette rencontre. Un nouveau mode de société qui va pas s'industrialiser tout de suite, mais où quelque part, le modèle d'entreprise de demain, c'est un mélange entre un syndicat de services, un conseil régional et quelque part une démarche un tout petit peu spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que ce qu'on a en face de nous, c'est de réconcilier des problèmes de fin de mois et des problèmes de fin du monde, pour reprendre un bon mot de notre président, et à partir du moment où on se pose la question des problèmes de fin du monde, on a une question de sens, de transcendance même, de sens très profond. Et en tout cas, les jeunes qui viennent nous voir, nous, et qui ont envie de bosser avec nous, c'est des gens qui mettent ces questions de transcendance au cœur de leurs problèmes et au cœur de leurs projets individuels. Et quelque part, Mark Zuckerberg, Facebook, Ponima, WeChat Pay, c'est des gens qui se posent un petit peu la même question et qui s'essayent à inventer ou à réinventer des projets de société. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Moi, je ne vais rien rajouter, sauf pour rappeler à Emmanuel que quand je suis venu la voir pour lui demander de participer à cette table ronde, elle est revenue juste au début de son intervention sur le fait de savoir pacte, c'était entre qui et qui. Et à l'époque, je lui ai rappelé cette phrase d'un diplomate du milieu du siècle dernier, donc des années 30, qui s'appelait Gabriel Mousset et qui avait eu la chance d'être ambassadeur successivement à Rome et à Berlin et qui a commis un petit livre qui s'intitule, c'était ambitieux, « Paradoxes sur le passé, le présent et l'avenir de l'Europe ». Et là-dedans, il a cette phrase, puisque c'était des paradoxes, il dit à propos des pactes, il dit « un pacte à deux, c'est une alliance, un pacte à trois, c'est un complot, un pacte à quatre, c'est une expérience, et un pacte à cinq, ce n'est rien ». Et on a le contre-exemple, un pacte à 5, c'est beaucoup. Merci encore de les applaudir, tous les 5.